Bonjour. Alors, comme vous allez le voir dans cette communication, mon propos aurait très bien pu s'inscrire à la fin du précédent chapitre, donc il va faire parfaitement transition entre ces deux parties. Donc, je vais vous parler de la formation de l'entité celtique, et parler de la formation de l'entité celtique, c'est évidemment toucher à un problème qui est extrêmement sensible, puisque ça touche non seulement aux migrations, mais aussi évidemment à des questions d'identité, et on sait que les identités, ça peut effectivement amener les hommes à des violences terribles. Et donc, très souvent, lorsque l'on traite de ce genre de problème, on a affaire à des gens qui prennent ça de façon extrêmement passionnelle, et les chercheurs eux-mêmes, évidemment, sont des hommes comme les autres, et doivent toujours garder leur rigueur scientifique et se tenir le plus à distance possible de leurs éventuelles préférences idéologiques. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Donc voilà une carte classique de l'expansion des Celtes, leur expansion considérée comme maximale, c'est-à-dire au IIIe siècle avant notre ère. Donc on est là au milieu du deuxième âge du fer, relativement peu de temps avant la romanisation. Alors, avant tout, il est évident qu'il faut définir très précisément ce que l'on entend par Celtes. Alors, pour mon propos, les Celtes, ce sont d'une part des locuteurs de langue celtique, évidemment, et ce sont les porteurs d'une même culture matérielle et artistique. On est très loin ici, effectivement, de l'image traditionnelle populaire, si vous voulez, d'une population considérée comme une ethnie fermée, renfermée sur elle-même et ayant une identité qui est durée sans changer, si vous voulez, pendant des siècles, voire des millénaires. Alors, la question qui se pose évidemment pour ce qui concerne les Celtes, et donc Jean-Paul Demoule en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose que pour les Indo-Européens, et c'est normal puisque les langues celtiques sont des langues indo-européennes. Après la Deuxième Guerre mondiale, en raison des excès évidemment du nazisme, on a eu tendance à rester extrêmement mesuré, je dirais réservé, voire fermé complètement pour ce qui concerne le traitement de cette question qui nous était pour autant continuellement posée dès que l'on faisait des conférences devant le grand public. Alors, donc, le processus de diffusion de ces Celtes. Alors, voilà une carte aussi traditionnelle qui vous montre, avec les différentes flèches, la façon dont on a traditionnellement conçu, justement, cette expansion. C'est-à-dire, à partir d'un cœur, donc le monde nord-alpin, en quelque sorte, donc des flèches partant dans tous les sens, vers l'est et vers l'ouest, et en particulier vers les îles britanniques d'une part et vers la péninsule ibérique d'autre part. Le problème, c'est que seules les migrations attestées au IVe et IIIe siècle, donc avant notre ère, sont là représentées sur cette carte qui est bien plus réelle et bien plus conforme à la réalité du passé. On n'a rien pour ce qui concerne effectivement à cette période-là, rien comme indice archéologique nous montrant d'éventuels mouvements de population importants, d'une part vers les îles britanniques, d'autre part vers la péninsule ibérique. C'est quand même très très ennuyeux. Or, la plupart des chercheurs donc spécialisés sur l'âge du fer ne remontaient pas dans le temps pour essayer de voir où on pourrait retrouver éventuellement les origines du fait que l'on a des attestations, comme je vais vous le montrer maintenant, de parler de langue celtique, évidemment, à l'extrême ouest de notre continent. Donc, quelle origine pour les langues celtiques de la façade atlantique? Alors, on le sait évidemment, d'une part par des langues qui sont encore parlées ou qui ont été parlées jusqu'à une date relativement récente dans tout le nord-ouest. Donc on a un certain nombre de langues celtiques, donc le breton, le cornique, le gallois, l'irlandais, le manois, l'écossais, dans les îles britanniques et puis donc en Bretagne française. Et puis, pour ce qui concerne la péninsule ibérique, on a des toponymes
et en particulier le fameux toponyme très connu, Briga, que l'on connaît dans une bonne partie de l'Europe justement, et qui se trouve localisé très nettement et de manière assez fréquente dans tout le nord-ouest de la péninsule ibérique, et en particulier donc tout ce qui est à l'ouest du Tirté rouge que j'ai inscrit sur cette carte. Alors comment expliquer ça? Alors évidemment, à la fois des collègues britanniques et des collègues espagnols ont essayé de résoudre le problème, de proposer des solutions. Et c'est d'une part Christopher Hawkes, donc en Angleterre, qui a proposé le concept de celtisation cumulative. Pour lui, en effet, le fait que l'on n'ait pas de traces archéologiques de cette arrivée des Celtes entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère dans les îles britanniques venait du fait que des Celtes étaient arrivés auparavant, alors pour lui probablement depuis la fin de l'âge du bronze, c'est-à-dire en gros 10e, 9e siècle avant notre ère, mais de façon tellement lente et ponctuelle, si vous voulez, que ça n'avait laissé aucune trace archéologique. Moi, je suis très très sceptique devant ce type d'argument. Il me semble, et de plus en plus l'archéologie le montre, que dès qu'il y a des mouvements de population suffisamment importants, si vous voulez, on a des données archéologiques qui nous tombent sous les yeux tôt ou tard. Même chose pour ce qui concerne la péninsule ibérique. Donc un petit peu plus tard, deux collègues, donc Martín Almagro Gorbea et puis Gonzalo Ruiz Zapatero, ont proposé finalement un modèle du même ordre, puisqu'on avait le même problème d'absence ou de difficulté d'interprétation dans ce sens de la documentation archéologique dans la péninsule ibérique. Donc une espèce de celtisation graduelle avec donc ce qu'ils pensent avoir été la civilisation des champs d'urnes, qui aurait été aussi une vague migratoire au début du bronze final à travers la France. Donc, pour ce qui me concerne, j'avais beaucoup travaillé en particulier sur la zone nord-alpine, et pour ce qui concerne ma thèse, j'avais pu montrer que justement tout ce modèle migratoire en 3 vagues successives des champs d'urnes issus d'Europe centrale ne tenait pas effectivement devant la réalité de la documentation archéologique. Donc j'ai élargi mon propos, j'ai élargi l'aire géographique sur laquelle j'ai travaillé, et il m'a semblé que l'hypothèse la plus probable était donc de procéder en remontant dans le temps. Donc le début des migrations celtiques attestées, dont je vous ai montré la carte tout à l'heure, c'est à peu près aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Donc on a affaire à des gens qui sont des Celtes, au sens où je l'ai défini tout à l'heure, et qui notamment vont arriver en Italie du Nord. Ces gens-là donc appartiennent à une culture de la zone nord-alpine que l'on appelle la culture de l'Athènes. Cette culture de l'Athènes, on le sait de manière absolument évidente maintenant, a eu comme prédécesseur, en quelque sorte, la culture de Hallstatt, premier âge du fer. Ce sont les mêmes gens, les premiers que j'ai cités descendent des autres. Et j'ai pu remonter ainsi en montrant qu'il n'y avait aucune rupture typologique, artistique majeure, si vous voulez, donc entre le premier et le deuxième âge du fer, entre le bronze final et le premier âge du fer, et on pouvait remonter comme ceci, sans découvrir aucune rupture majeure, jusqu'aux environs de 1600 avant notre ère, c'est-à-dire le passage en gros de ce que l'on appelle en Europe occidentale le bronze moyen, du bronze ancien au bronze moyen. Alors, mon idée, ça a été d'essayer de regarder les différentes cartes de répartition que l'on peut fabriquer à partir de la culture matérielle, avec les données archéologiques donc, à partir de là, en remontant encore dans le temps. Et il y a effectivement une documentation qui se prête assez bien à l'identification en tant qu'origine de la zone occupée par des gens locuteurs de langue celtique et portant une culture relativement uniforme. C'est le 3e millénaire, et en particulier à partir du milieu du 3e millénaire avec le phénomène campaniforme. Alors cette idée, je l'ai eue,
Et je me suis aperçu très vite que je n'étais pas le premier à l'avoir eu. Deux auteurs, deux Suisses, avaient eu déjà cette idée qu'ils avaient, pour le premier, donc Émile Vogt, diffusé, si vous voulez, de manière relativement peu connue. Alain Gallet, lui, a travaillé de manière plus sérieuse et avec deux articles en particulier majeurs, en 1993 et puis en 2001. Donc, il a montré qu'il y avait pas mal d'arguments qui allaient aussi dans ce sens. Donc, je me situe dans cette mouvance, en quelque sorte, avec l'article que j'avais écrit en 2006, donc l'origine des Celtes, communauté linguistique et réseaux sociaux. Alors, la façon dont je me distingue d'une certaine manière de ceux qui s'étaient exprimés sur cette question auparavant, c'est que je me suis aperçu, c'est ce dont Jean-Paul Demoule parlait tout à l'heure, je me suis aperçu en effet que raisonner d'une manière traditionnelle sous la forme d'une arborescence, simple, comme un arbre dans la nature, donc avec des langues, et en particulier ou bien des cultures archéologiques qui se diffusaient de cette manière, ça ne pouvait pas rendre compte de manière pertinente de l'évolution de tout fait social humain, et qu'il fallait effectivement adopter un autre modèle, le modèle qui apparaît à côté, c'est-à-dire ces arbres un petit peu faux, si vous voulez, qui montrent que non seulement on a ces arborescences, mais qu'entre les différentes branches, on a effectivement des embranchements qui s'opèrent, des branches qui s'étaient dans un premier temps séparées et qui vont se retrouver en connexion, etc., etc., et donc des éléments de la culture matérielle, dont les langues notamment, etc., etc., ont pu de cette manière évoluer d'une manière beaucoup plus complexe, évidemment, et riche, du point de vue de leur pertinence scientifique, que ce que l'on pensait auparavant. Donc, les constats, c'est que les Celtes, effectivement, qui arrivent notamment en Italie, qui sont allés en Grèce, sont des gens qui portaient une culture matérielle particulière, et en particulier, donc, ce qui avait frappé, évidemment, les Grecs, les Romains, c'est l'armement de ces guerriers. Alors, souvent, les plus beaux des guerriers, les plus courageux, combattaient nus, semble-t-il, mais évidemment, ils n'étaient pas complètement nus, ils avaient toute une panoplie militaire qui les caractérisait. Bouclier, forme de bouclier, épée, forme de l'épée, façon d'attacher l'épée, etc., etc. Tout ça permettant effectivement de les repérer, de les reconnaître. Et effectivement, en Italie du Nord notamment, on a un certain nombre de cimetières dans lesquels on a retrouvé des tombes de guerriers celtiques. Alors, au 5e siècle, donc avant notre ère, les porteurs de la culture nord-alpine étaient des Celtes. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et en procédant, donc en remontant, je m'étais aperçu que, à partir en gros de 1600 avant notre ère, s'étaient constituées des zones de relative homogénéité stylistique à travers l'Europe, et des zones qui n'avaient pas beaucoup bougé ensuite. C'est la carte que vous avez en dessous, donc avec ce que l'on peut appeler, ce que j'appelle des complexes culturels. Et donc, j'attire votre attention sur deux de ces complexes en particulier, donc le complexe nord-alpin et le complexe atlantique. Tous deux donc sont distincts à ce moment-là, mais vous allez voir que si l'on remonte quelques siècles plus tôt, et en particulier avec le phénomène campaniforme, à partir en gros de 2500 avant notre ère, on s'aperçoit que les deux complexes faisaient un tout d'une certaine manière, mais d'une façon un petit peu particulière. Donc l'idée, si vous voulez, l'hypothèse de départ, c'est que la population du complexe nord-alpin d'une part, mais aussi par extension et par hypothèse du complexe atlantique, étaient déjà des populations locutrices d'une langue celtique. Alors, 2500 avant notre ère, c'est effectivement le moment où se développe sur une bonne partie de l'Europe et sur un espace qui n'a jamais été uniforme auparavant, ce que l'on appelle la culture, probablement de façon impropre, la culture campaniforme, je dirais plutôt un complexe culturel campaniforme. Alors,
avant de vous décrire ce complexe culturel campaniforme et puis ses caractéristiques, je voudrais insister sur le fait que l'on a affaire, évidemment, en archéologie, à des productions matérielles. Que ces productions matérielles, évidemment, ont des formes particulières, portent des décors particuliers, qui sont en réalité, et c'est comme ça qu'il faut les concevoir, des messages identitaires et des messages statutaires. Les gens expriment, à travers ces productions, effectivement, leur identité d'appartenance, leur identité au sein même de leur société par rapport à leur rang, à leur statut social. Donc c'est extrêmement important et ça joue finalement un rôle extrêmement analogue aux langues. Les langues aussi sont des modes d'expression, si vous voulez, à travers lesquels on va exprimer des choses de cette sorte, c'est-à-dire des appartenances sociales, des appartenances au sein d'une même société à diverses couches de la société, etc., etc., des différences de genre, par exemple, genre féminin, genre masculin, et tutti quanti. Et tout ça, évidemment, évolue par les échanges, des échanges à très longue distance à cette époque-là, donc des échanges probablement diplomatiques, des échanges évidemment matrimoniaux ou même éventuellement commerciaux dès cette époque. Alors l'un des personnages importants qui a fait un scoop médiatique il y a quelques années, pour ce qui concerne donc ces gens du phénomène campaniforme, c'est un individu, vous avez sa tombe ici, qui a été trouvé dans le sud de l'Angleterre, dans l'ancien comté du Wessex, à moins de 2 km du fameux sanctuaire de Stonehenge, que tout le monde connaît. Cet individu, donc, était dans une tombe avec un mobilier parfaitement caractéristique, si vous voulez, du mobilier que l'on retrouve à travers une bonne partie de l'Europe, depuis, en gros, la Hongrie jusqu'à l'Irlande, et depuis le Danemark jusqu'au nord du Maroc. C'est-à-dire des tombes, en général, enfin le plus souvent des tombes d'hommes, avec une poterie, une céramique tout à fait particulière qui a donné son nom donc de céramique campaniforme parce qu'elle a la forme, vous en avez un exemplaire ici qui vient justement de la tombe de ce personnage que l'on a appelé l'archer d'Amesbury. Amesbury, c'est la commune en quelque sorte à côté de ce sanctuaire de Stonehenge. Donc vous voyez que ça a la forme d'une cloche renversée, un campane à cloche en latin. Donc cette forme tout à fait caractéristique avec ce décor, si vous voulez, couvrant depuis l'embouchure jusqu'au fond. Et puis au-delà, on a dans beaucoup de ces tombes masculines qui sont des tombes individuelles, souvent sous un petit tumulus, donc un petit tertre rond, circulaire, un poignard en cuivre, un brassard d'archer, là il y en avait même 2, des pointes de flèches, et en particulier des pointes de flèches assez particulières, très soignées, pointues, avec des ailerons bien dégagés. Alors, les langues et les cultures matérielles, je les conçois ensemble, si vous voulez, comme expression de mêmes phénomènes sociaux globaux, donc ils avaient la même fonction de base, c'est-à-dire qu'il s'agissait de vecteurs d'échange et de moyens de distinction sociale. Donc vous avez ici en or les pendants d'oreilles ou de cheveux du personnage, justement du fameux archer d'Amesbury. Alors, ces éléments-là, évidemment, à la fois structurent les réseaux sociaux et, selon des stratégies sociales dominantes à un moment ou à un autre. Donc ce que l'on rencontre traditionnellement durant ces périodes anciennes, ce sont des phénomènes du type expansion colonisatrice. Il y en a, on les a beaucoup exagérés par moments, peut-être trop peu par la suite par réaction. Extension de réseaux élitaires, puisque ce phénomène campaniforme s'explique, je pense, pour le mieux à la façon dont l'avait fait un collègue britannique dans les années 70, Stephen Shenan, c'est-à-dire comme des gens appartenant à une catégorie sociale privilégiée dans leur propre communauté, chacun dans leur communauté propre, qui, à ce moment-là, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai un petit peu par la suite, ont probablement
entretenus, élaborés entre eux des réseaux d'échange à très longue distance pour faire circuler un certain nombre de nouveautés. Et donc ces gens-là se rendaient visite régulièrement, pratiquaient très probablement des échanges matrimoniaux, un petit peu comme les aristocrates, si vous voulez, dans les périodes plus récentes, et puis donc facilitaient la circulation d'un certain nombre de ces nouveautés. Alors parmi ces nouveautés, évidemment, le cuivre, et effectivement l'armement en cuivre. C'est à partir de ce moment-là que dans tout le nord-ouest de l'Europe, le cuivre va être diffusé, alors qu'il était resté localisé en quelque sorte en Europe du sud-est dans un premier temps, puis du sud-ouest ensuite. Il y a eu aussi des transferts de technologies, très probablement, et en particulier de technologies agro-pastorales. Il semble bien que ces gens-là aient en particulier développé plus particulièrement, alors qu'ils avaient une économie mixte, agro-pastorale mixte, où ils faisaient à la fois de l'élevage d'animaux et puis de la culture pour les végétaux, les gens de ce moment-là ont, semble-t-il, plutôt privilégié des formes d'élevage extensif. Et puis, des moyens de transport également, donc la roue, des chariots lourds, avec des roues pleines, tirées probablement par des bœufs évidemment, puisque les chevaux étaient trop petits, des moyens de transport facilitant effectivement le déplacement de ces gens-là, notamment avec toute leur famille, avec leurs troupeaux, et puis le cheval monté également, qui a effectivement permis d'accélérer considérablement la vitesse de déplacement. Et puis évidemment, avec tout ça, des transmissions d'idées, de croyances, etc. Donc je vais très vite. Donc bonne corrélation relative. Vous voyez là les deux espaces de ces complexes culturels, nord-alpin et atlantique, avec les zones, si vous voulez, de concentration de ce que l'on appelle la culture campaniforme. Donc il y a une assez bonne adéquation, même si elle n'est pas complète évidemment, elle ne l'est jamais. Donc l'idée simpliste du phylum indo-européen, vous voyez, il faut abandonner l'image du haut pour adopter celle du bas. Donc les langues ne se sont pas diversifiées en une simple arborescence. Elles ont continué à opérer des emprunts mutuels, c'est l'image du dessous. Et puis en plus, c'est ça qui est extrêmement important également, elles ont été portées imparfaitement, là où les élites les ont introduites, car elles ont été modifiées par les langues maternelles originelles. Donc c'est un phénomène tout à fait classique de créolisation, ce qui explique très probablement aussi que, assez rapidement, les langues celtiques elles-mêmes se sont diversifiées dans les différents lieux où on s'est mis à les parler, dans un premier temps sous la forme d'une lingua franca. Alors, quand même très très vite, les résultats récents de la génétique, qui ont eu tendance à bouleverser un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je crois que ça intéresse tout le monde, c'est complètement dans la suite logique de ce qui a été dit ce matin. Donc on a affaire à un changement profond effectivement de la géographie génétique de l'Europe, probablement au 3e millénaire, c'est ce que l'on a vu. En dessous, je vous ai mis une carte donc de la répartition du fameux chromosome YR1B, qui montre qu'en Europe occidentale, plus de la moitié de la population masculine, donc la lignée paternelle, descend de cette lignée. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important et ça mérite évidemment des tentatives d'explication. Voilà la diffusion donc, de l'aplogroupe R1B, que l'on trouve très facilement sur le site Eupédia, ce qui est un peu l'équivalent de Wikipédia, si vous voulez, pour les questions de génétique notamment, et qui vous montre, alors c'est assez imparfait évidemment du point de vue archéologique, mais ça montre bien ce que permettent de penser les résultats de la génétique actuelle, en suivant, si vous voulez, l'évolution chronologique par les mutations qui apparaissent au hasard au fur et à mesure du développement de cet haplogroupe. Donc voilà comment, effectivement, on peut penser que des gens issus de la fameuse culture de Yamna, dont on a parlé plusieurs fois, dans les steppes pontiques, se sont développés, notamment en Europe centrale. Donc là, j'insiste sur l'élément celtique des choses et moins sur ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est-à-dire l'espèce de colonisation, au moins partielle, qui s'est développée dans le nord de l'Europe avec la céramique dite cordée. Donc les implications de tout ça,
Je crois que ce sont les suivantes. Donc il y a eu des migrations plus importantes que prévues, donc de probable diffusion de langues, notamment celtiques. Pour autant, il n'y a eu ni guerre d'extermination, ni nettoyage ethnique, tout simplement parce que ces sociétés n'en avaient pas les moyens, ni les moyens démographiques, ni les moyens militaires. Je vous ai mis ici un guerrier campaniforme, voilà, c'était des archers, si vous voulez, qui pouvaient effectivement chevaucher, donc aller relativement vite, mais ça ne donnait pas une supériorité militaire telle que ça ait pu leur permettre, effectivement, comme les Panzerdivision dont parlait Jean-Paul Demoule ce matin, écarter, écraser toutes les autres populations donc, de l'Europe centrale puis occidentale. Alors, comment, évidemment, ces groupes se sont-ils développés à ce point pour devenir majoritaires? Alors, les causes possibles, à mon avis, sont les suivantes, et j'ai presque terminé. Donc, d'abord, on peut se dire que les échantillons analysés ont été biaisés parce que encore trop restreints. C'est possible, effectivement. Cela dit, depuis une dizaine d'années, les travaux qui sortent, les résultats qui sont publiés vont dans le même sens. Donc, tout de même, il me semble qu'il y a quelque chose de notable. Autre cause possible, évidemment, un avantage sélectif par mutation, c'est-à-dire tolérance au lactose ou à la lactase, comme on veut, on en a déjà parlé. Le problème, c'est que, je me suis renseigné là très précisément, les dates d'apparition et en particulier de diffusion de cette tolérance, dont ont bénéficié une bonne partie des Européens occidentaux, ça n'a l'air de se diffuser réellement qu'au bronze final, c'est-à-dire au moins 1000 à 1500 ans plus tard que ce qui est apparu éventuellement dans la zone qui est ici sur la carte. Donc moi je pense plutôt que les causes ce sont des stratégies sociales gagnantes et en particulier un mode de production agroalimentaire avec des développements d'élevage très importants, notamment de moutons laineux, ça c'est une nouveauté, le mouton laineux, donc avec toute la laine, les textiles, etc. Et puis probablement aussi les grands troupeaux de bovins. Donc en somme, je dirais que les données récentes confortent l'hypothèse campaniforme pour l'origine des Celtes. Les données génétiques impliquent des migrations importantes, s'imposant via des réseaux d'échanges matrimoniaux, interculturels, mais limités, plus limités que ce que l'on aurait tendance à penser. J'attire l'attention sur le fait que les cartes en question, cette espèce de développement massif vers l'ouest, ça vient du chromosome Y, donc des lignées paternelles. Quand on regarde les données issues de l'ADN mitochondrial, on s'aperçoit que la géographie culturelle, à ces époques-là, dans les siècles, voire millénaires qui ont suivi, est beaucoup plus diverse. Donc attention à ce genre de choses. Cela dit, effectivement, cette domination écrasante des R1b dans toute cette région-là, où on va trouver plus particulièrement en effet des populations celtiques, pose problème et attend encore une explication complète. Donc la formation de l'entité celtique résulte, pour moi, d'un processus mixte de migration et acculturation. Je vous remercie.